mais de lui transmettre ça, parce que de toute façon, les mondes d'aujourd'hui, même si le monde est différent, même s'il est chaotique, etc., eux, ils ont les mêmes tourments que nous, on avait à ce moment-là, les mêmes premiers émois, les mêmes désirs qui naissent, les mêmes bouleversements dans leur esprit, dans leur corps et tout ça. C'est une époque incroyablement importante. C'est un lieu commun de dire ça, mais je me souviens que mon beau-père m'avait dit ah, t'as bien de la chance d'avoir les problèmes d'un gamin de 15 ans. Tu verras, j'ai jamais été aussi tourmenté qu'à cette époque-là. Et pourtant, j'ai vécu des moments forts, importants dans ma vie et tout. Et c'est l'âge où il n'y a rien de mineur à cet âge-là. On est mineur, mais il n'y a rien de mineur dans nos vies. Donc c'était ça que je voulais partager. Et surtout, on parle souvent, beaucoup en Angleterre, d'une espèce de culture comme ça de la génération du baby-boom qui associe le rock, le foot, les villes ouvrières, les villes comme Liverpool ou Manchester. Et pour moi, Argenteuil, c'est ça. Il y a un garçon qui faisait un débat tout à l'heure, vous avez peut-être suivi, qui s'appelle Boris Santef. Il a écrit une chanson qui s'appelle Argenteuil, ville ouvrière, etc. Et il y a dans Argenteuil quelque chose qui n'a pas changé. Moi, je sais, quand je me retrouve dans Argenteuil, je le ressens, ça. Quand là, dans l'interview du Parisien, je dis, le mec a mis ça en titre, Argenteuil coule dans mes veines. Il y a ça, ma mère disait, tu aimes le sirop de la rue, et voilà, ce truc d'Argenteuil, il est toujours présent, c'est assez indéfinissable, mais les valeurs qui l'ont construit sont dans le bouquin, et je pense qu'on les a tous partagées. Et donc c'est pour ça que je suis heureux d'être là en face de vous pour parler de ces moments-là, et de cette ville, et de ce lycée, bien sûr, mais je peux me retrouver n'importe où dans Argenteuil. D'abord, je sais où je suis, je sais l'ambiance de ce quartier, en tout cas à l'époque. Maintenant, je ne traîne plus dans les rues, j'ai passé l'âge. Et à l'époque, j'étais tout le temps dehors, tout le temps dans les rues. Il y avait beaucoup de terrains vagues, on jouait au foot, on traînait, on allait à la fête, pour ceux qui connaissent, dans l'île, comme on disait, qui revenait tous les ans. Il y avait le fête commercial, on était tout le temps dans les rues. Et j'ai gardé ça, je sais, quand je me retrouve à Argenteuil. Il se trouve qu'en plus, j'ai une histoire personnelle qui est liée à Argenteuil, c'est-à-dire que je suis né à l'hôpital d'Argenteuil, et j'ai rencontré ma femme à l'hôpital d'Argenteuil, où elle est médecin, parce que j'emmenais ma mère qui était malade une dizaine d'années, et qui avait un cancer du poumon. Il se trouve que Christine est oncopneumologue, et je l'ai rencontrée et j'ai dit c'est elle que je cherchais. Donc il y avait un côté, j'allais dire cornélien, quoi, dans ce truc-là, c'est-à-dire que je perdais ma mère et je rencontrais la femme de ma vie dans cet hôpital où j'étais né. Donc c'était assez vertigineux, et du coup, je ne vivais plus à Argenteuil, j'avais quitté depuis l'âge de 20 ans, évidemment, à Argenteuil, je vivais à Paris et tout ça, et puis quand on s'est marié, on a vécu ensemble avec Christine, on s'est dit qu'on allait racheter une maison à Argenteuil, donc c'est ce qu'on a fait. Et les gens sont souvent surpris. Vous savez, surtout dans le milieu que je fréquente, un peu, de moins en moins, mais le milieu du showbiz, où vous les voyez à la télé qui sont prêts à mourir pour la banlieue. Ils sont prêts à mourir pour la banlieue, mais pas à y vivre. Et ça, quand vous dites Argenteuil, c'est tout juste s'ils s'en prennent pas de lapin à cause des filles, tout ça. Donc, et là, il se trouve qu'on a probablement eu de la chance, on est dans un environnement, on a des voisins super, on s'entend bien.
compris avec les gens qui généralement font peur aux autres quand ils ne les connaissent pas. Et je suis pas un bisounours, hein, je sais bien, je connais les problèmes, j'en ai parlé avec le proviseur du lycée là, il y a quelques instants. C'est hyper chaud, même pour lui, il n'est pas face aux mêmes difficultés que ses prédécesseurs de mon époque. Hein. Avec la baïa et tout ça, c'est vraiment très difficile. Et ce problème-là, il est partout, il n'est pas seulement à Argenteuil. Donc voilà, je vais vous écouter, me poser des questions et y répondre avec plaisir. On va partager ce moment et cette région et cette époque et enfin, tout ce que vous voulez partager. Tu en parles dans le livre d'ailleurs de ce petit copain qui s'appelle Mohamed que tu invites à la maison et qui ne fait pas forcément bonne impression auprès de la famille. Quoi. Ouais. Il y avait à l'époque à Argenteuil les choses ont beaucoup changé de la même façon que les choses ont changé vis-à-vis des femmes avec MeToo et tout ça. Il y avait à l'époque culturellement c'était presque admis qu'il y avait un machisme, par exemple, vis-à-vis des femmes, et il y avait un racisme. Il y avait un racisme, je dirais, généralisé. Oui, tu allais dans un bistrot à Argenteuil, il y avait un black qui arrivait, alors Blanche-Neige, qu'est-ce que tu bois? C'était quand même, qu'est-ce que tu bois? Mais c'était quand même Blanche-Neige, tu vois. Et j'avais un copain, donc, effectivement, qui était algérien, à l'école, c'était l'école primaire, c'était en Bressona, et il y avait ces fameuses fêtes foraines qui arrivaient dans l'île, et j'avais décidé d'y aller. Donc le midi, c'était le jeudi, il n'y avait pas d'école le jeudi à l'époque, et le jeudi midi, je vais voir ma mère à son boulot, et je lui demande de me donner un billet pour payer la place. C'était le cirque, pardon, c'était pas la fête foraine, c'était le cirque Parnaire. Et donc, et j'étais avec mon copain, maghrébin. Et elle ne dit rien. Et le soir, j'ai eu un scandale, mais terrible. Comme ça, un copain nord-africain. Non, un copain nord-africain. Et c'était comme si j'étais venu avec le diable la voir. Et j'ai retrouvé des lettres quand elle est décédée. Alors que ma mère, après, c'était une femme vraiment humaniste, quoi. Elle s'occupait de la Croix-Rouge, du secours populaire, enfin de toutes ces choses-là, de toutes ces œuvres-là. Elle s'occupait de l'accueil à l'église, des familles, et tout ça. C'était vraiment quelqu'un qui s'occupait des autres. Mais culturellement, il y avait ce truc qui était ancré, qu'elle a mis du temps. Et quand, les dernières années, je lui disais, mais t'es raciste, elle tombait des nues. Elle dit, mais non, c'est une insulte de lui dire ça. Et pourtant, elle me l'a dit, elle ne se rappelait pas, mais à l'époque, c'était comme ça. Et j'ai retrouvé des lettres de l'Exode. Donc elle était gamine et ma grand-mère l'avait envoyée à la campagne en lui demandant d'envoyer des colis de la campagne, des colis de viande, de charcuterie, parce qu'il n'y avait pas à bouffer. Et ma mère avait écrit, ici, ils sont pires que les Juifs. Et c'était donc dans le langage courant, cet antisémitisme et ce racisme. Donc ces choses-là ont quand même changé, comme beaucoup de choses ont changé. Heureusement, la société a évolué, sauf les cours, quoi. Et maintenant, c'est plus un truc admis, quoi. Et c'est effectivement inadmissible, mais ça change, heureusement. Donc dans le livre, il y a beaucoup de musique. On est bercé par les années 60, ça va de Johnny Hallyday, les Stones, les Beatles. C'était notre culture, c'était notre culture, c'était l'époque, là pour le coup, une époque assez bénie, puisque c'était le début où on avait de l'argent de poche, où il y avait vraiment des produits offerts aux jeunes, c'est-à-dire des chanteurs pour les jeunes. Enfin, on passait de Dario Moreno à Johnny Hallyday, et après le premier voyage en Angleterre, en 5e, avec l'école, je suis revenu avec le premier disque des Beatles. Là, tout a changé. Notre perception, je pense que
D'ailleurs, la musique a été la graine qui a donné mai 68 au départ. Ça a été le premier truc qui nous a fait décoller de la génération de nos parents et un peu changer nos têtes, quoi. Et puis la lecture aussi, pour moi, c'était Frédéric Dard, mais... Tu démarres quand même le livre en citant Le Grand Maulne et Spirou, je suppose que c'est un journal de Spirou. Oui, c'était un journal, c'était le journal auquel j'étais abonné. Et moi, j'ai commencé à lire grâce à un prof au collège, à Paul Vaillant-Petit-René, qui me voyait jouer au foot. Et qui un jour, au retour d'une récré, il m'a donné à lire une page de Monterland qui s'appelle Un ailier est un enfant perdu. C'est une page tirée des Olympiques de Monterland. Et c'est une page incroyable où il raconte un ailier poursuivi par il sent le souffle de l'adversaire sur le. Il a les yeux fixés sur le. Enfin, c'est du Monterland, on peut le faire comme ça. Et tout à coup, c'était comme un cheval de Troie qui nous est rentré dans. Et à partir de là, je me suis mis à avoir envie de lire. Comment on peut, avec des mots, transmettre ces émotions qui étaient les nôtres avec le foot. Ça fait un peu. Vous m'entendez là? Oui. Non. Près de la bouche. Là, ça va? Non, il n'y a rien, j'ai l'impression que c'est coupé. Oui, ça marche mieux. Ouais. 1, 2, 1, 2. Et donc, grâce à ce prof, je me suis mis à aimer les mots et à lire. Je dévorais tout et à une époque, j'avais lu tous les livres de poche que je volais aux prises uniques, qui avaient des présentations comme les cartes postales, vous savez. Tourniquet. Voilà, c'est où il y a Paul maintenant là, qui fait l'envoi. Oui, oui. Là, il y avait ceux qui savent, le Prisu. Et donc, il y avait ces tourniquets comme ça. Et donc, du coup, je lisais des trucs comme Monterland ou Pagnol, la trilogie, ou des choses. Enfin, voilà, on parlait du Grand Maulne et tout ça. Je lisais tout. Et puis ensuite, j'ai découvert Frédéric Dard par un copain qui nous dit si vous voulez des bouquins où il y a du cul, il y avait SAS. Et, moi, je suis tombé sur San Antonio, c'était bien, j'ai eu de la chance. Et je me souviens que je devais aller au foot, et je suis resté dans l'abribus à lire ce bouquin qu'il m'avait donné. Et ce qui m'intéressait, c'était pas l'histoire policière, mais les digressions du gars. Et j'ai pas eu de père, enfin c'était compliqué, j'ai eu un beau-père qui était un enfoiré, etc. Donc j'avais pas de cadre, j'ai pas été formé, j'ai pas été construit. Donc, et tout à coup, j'ai trouvé les valeurs dans San Antonio. C'est fou, hein. C'est-à-dire l'imagination, la transgression des pouvoirs stupides, la transgression de la Légion d'honneur, de tous ces trucs-là. Enfin, tu vois, c'est-à-dire le contraire de ce que nous enseignaient quand même les profs. On était plus sous Vichy, mais c'était quand même, il y avait un côté travail, famille, patrie dans les années 60, avant mai 68. C'est sûr que c'était ces valeurs-là. Donc, tout à coup, ça nous ouvrait l'esprit. Ça aussi, ça a été formateur, ça a changé les choses pour mai 68, comme Charlie Hebdo, comme Harakiri à l'époque, comme toutes ces choses-là. Donc moi, je suis rentré dans tous ces trucs-là, évidemment, autant vous dire que le rock en faisait partie. Et il y avait juste un problème, c'est qu'en France, moi j'adorais le foot, j'étais passionné par le foot, comme tous les mômes de la rue le sont encore maintenant, mais tu ne pouvais pas être passionné de foot et de musique en même temps. Ça faisait ringard d'aimer le foot, tu vois, si tu aimais la musique ou si tu lisais. Ça a changé au moment de la Coupe du Monde 98 où la Libé a découvert le foot, tu vois, mais à l'époque, c'était ringard. Les mecs qui étaient plus ou moins intello, on les mettait arrière-gauche dans l'équipe, et puis on se foutait de leur gueule, et eux se foutaient, nous prenaient pour des gros blaireaux, et ils n'avaient pas tort. Et contrairement à l'Angleterre, je reviens à ça, à Liverpool par exemple, ou Manchester, ce sont des villes de foot et de rock. Et cette double culture contemporaine, pour moi, c'est Argenteuil. Argenteuil, c'est ça. C'est le foot, la musique, et je me souviens de tous les groupes qui
Marcel, qui n'étaient pas des groupes majeurs, évidemment. À Argenteuil, il n'y avait pas encore la salle Villard, oui. Donc il y avait quelques concerts comme ça, mais c'était des groupes mineurs. C'était le tailleur Marcel à l'Arbatable qui organisait les concerts au Majestic, au cinéma Le Majestic. Et donc c'était des petits groupes, quoi. Mais on était contents, ou nos potes, voilà, les potes des lycées, des autres lycées d'Argenteuil, qu'on allait voir. Mais en tout cas, on était fous de cette musique et fous de cette culture-là, quoi. Et ça a amené mai 68 et tout ce qui a suivi sur le plan culturel et en tout cas ce démarquage avec la génération de nos parents. Mais vraiment, il y a eu une scission qui n'a pas eu que des effets positifs parce qu'on a élevé nos enfants comme si on était toujours en mai 68, donc on leur a pas donné certaines valeurs qui sont essentielles et que j'essaye de transmettre à mon fils aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal. Je ne les ai pas transmises à mes fils précédents, j'aurais appris quand même le sens de l'effort, mais on était quand même beaucoup dans la déconne et dans l'humour et dans le copinage et il y a des pans entiers où j'ai pas assuré mon rôle de père. Mais d'un autre côté, vous savez peut-être, mon fils, un de mes fils, c'est Carlito, qui est youtubeur et qui fait marrer les mômes. L'autre est auteur et vit bien de sa plume. Donc, dans leur voie professionnelle, ils se sont servis de ça. Et je suis heureux qu'ils vivent de ça et pas d'un boulot, c'est des privilégiés. On est peu à avoir la chance de se lever le matin en faisant un boulot qu'on aime. Il y a beaucoup de gens, je me souviens quand j'étais à la fac, que je faisais des stages et que j'arrivais dans les entreprises et que je voyais les gens arriver à 9h, et moi à 9h05, j'allais déjà gagner du temps en allant fumer une clope au chiottes, quoi. Et en disant, mais ça va être comme ça jusqu'à 6h ce soir, et les gens passent une vie comme ça, c'est pas possible, et donc il fallait que je sorte de ça, quoi, que je pouvais pas vivre comme ça. Tes mômes, tu leur as fait lire Frédéric Dard aussi? Ouais, il s'est passé avec le grand, le petit Antoine qui est là. Il est là. Oui, il est sorti, il s'en fout. Le petit est le petit-fils de Frédéric Dard, puisque j'étais marié avec la fille de Frédéric Dard. Donc Antoine est notre fils, donc dans son sang, il y a le sang Frédéric Dard. Il a été élevé au sang Antonio. Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Mais je pense que c'est très angoissant. La lecture, j'ai même eu du mal avec les deux précédents, c'était pareil. Alors, rapport à la lecture, le grand, Stéphane, qui est né au début des années 70, ne lisait pas. Je me souviens, il avait une bibliothèque au-dessus de son lit, et un jour, je vais le réveiller, je trouve par terre 1984 d'Orwell, et je dis, oh mon amour, c'est merveilleux, t'as lu? Il dit, non, il est tombé. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que pour le bac, il a bossé Proust, et il est tombé amoureux de la littérature à travers ça, ce qui est quand même incroyable, parce que c'est pas vraiment le chemin le plus facile, mais il a eu il s'est dit, mais comment on peut exprimer des choses aussi subtilement, etc. Et là, donc il a eu une vie où il était aux affaires étrangères, il a été à New York, à New Delhi, etc. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, il est exclusivement auteur, il vit de ça, et il vient de publier un bouquin, la collection blanche Gallimard, donc c'est vraiment, il a des prix, tout ça. Et le livre s'appelle Clara lit Proust, c'est l'histoire d'une coiffeuse dans une banlieue qui trouve un client oublié, l'argent est perdu, et donc elle se met à lire ça, et c'est ce qui s'est passé avec Stéphane lui-même. Elle trouve des mots qui correspondent exactement à ce qu'elle ressent et à ce qu'on lui a jamais dit comme mot, et à ce qu'elle n'a jamais pu dire comme mot. Et donc elle tombe amoureuse de Proust, et ça change sa vie.
s'en met, pose dans sa truc. Donc ça, c'est Stéphane. Et à partir de là, il est devenu, entre guillemets, littéraire, c'est-à-dire qu'il a fait pour Cagne, surtout tout ça. Et il faisait des stages, il avait fait un stage à France Soir, au service culture, et il est allé interviewer Frédéric Dard. Moi, je connaissais, c'était mon idole absolue, mais je ne le connaissais évidemment pas, j'avais aucun rapport avec lui. Et il est allé l'interviewer. Vous savez comment ça se passe, c'est dans les grands hôtels, vous avez toute la presse qui est là, donc il y a Paris Match de telle heure à telle heure, France Soir de telle heure à telle heure, Le Parisien à telle heure, et c'est hyper calibré par les attachés de presse. Et lui avait rendez-vous à 14h, et je crois qu'il avait une demi-heure. Et en fait, Frédéric Dard a viré tous ceux qui étaient là après. Il est resté avec Stéphane pour parler avec lui toute la journée, toute la soirée. Et le soir, ils ont dîné ensemble. Et voilà. Et il y a eu un vrai coup. Et là, il s'est mis à lire, alors que moi, je les avais tous, les Frédéric Dard, les San Antonio. Évidemment, ça ne l'intéressait pas. Et là, il s'est mis à les lire, et il s'est mis à les acheter. C'était très bizarre. Il lisait pas les miens. C'était son chemin à lui. C'est fou comme... les rapports père-fils, c'est compliqué. Donc voilà, lui, et à partir de là, c'était... il a pas cessé de lire et d'écrire. Et voilà. Le deuxième, à part les mangas, et c'est vrai. Ce sont des livres. Et ce sont des livres, et lui, il en parle sérieusement. Donc là, c'est un monde qui m'est totalement étranger. C'est comme le rap musicalement. Antoine me fait écouter dans la voiture, il me dit écoute ça, il me fait écouter, je trouve ça bien, mais c'est pas ma musique, vous voyez, c'est pas. Donc les mangas, c'est pareil. Et à part ça, il peint. Et il apprend, et là il commence, parce que maintenant il a un statut, je dirais, social qui lui permet d'avoir le temps et l'envie, puis il a côtoyé des gens qui lisent et tout ça. Donc il commence un peu à se mettre, et Antoine, il est encore, c'est encore le degré en dessous, c'est-à-dire qu'il est sur son téléphone, comme le sont les gamins de 16 ans. Et c'est assez angoissant parce que j'ai essayé même de lui faire lire des bouquins de son grand-père. Il le fait pour être gentil avec moi, quoi, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas les gamins d'aujourd'hui. Je suis persuadé que... Moi, je veux dire, San Antonio, on n'en vend plus beaucoup, à part quelques... Je pense qu'il est vraiment à l'enfer, enfin, même pas comme on dit, au purgatoire. Mais ceci dit, entre Proust et San Antonio, il y a la digression quand même. Je ne suis pas un grand spécialiste. Exactement. J'en ai lu moins que San Mais bien Antonio, sûr, j'avoue. mais bien sûr. Mais il y a une vraie digression dans Proust qu'on retrouve aussi dans tes livres. Ouais. Il y a une vraie école de l'écriture à travers la digression. Oui, c'est ça l'important, bien sûr. Moi, c'est ce qui me paraît important, en fait, c'est... Souvent, je fais ça quand j'écris une chronique, et ma femme me le reproche, parce qu'elle me dit non, mais prends un thème et reste dessus. Une chronique radio, tu as 3:30 ou 4 minutes pour... Donc, si tu pars dans une digression, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Le mec, ils sont là, les gens se réveillent, c'est l'heure où ils vont prendre leur petit-déj et tout. Ils ont besoin d'un truc assez droit comme ça, et assez simple et unique, avec des vannes, des trucs, mais voilà. Si tu pars dans une digression, c'est-à-dire si tu pars sur autre chose, et moi, quelquefois, je fais des digressions dans la digression, quoi, tu vois, parce que ça, c'est un peu comme si tu étais dans une mine, et puis tout à coup, il y a une veine, là, avec, tu vois, du charbon ou de l'or, et puis une autre, et puis je vais explorer ce truc-là, mais tu perds les gens, tu perds les gens. Sauf que là... Sauf dans les bouquins. Dans les digressions qui sont permanentes dans les petites nouvelles qui succèdent derrière, c'est l'effet qui se coule. C'est-à-dire que tu nous emmènes sur une histoire, et puis tu crois en tant que lecteur qu'elle va s'arrêter sur un truc un peu sympa, et puis d'un seul coup ça rebondit sur un truc un peu émouvant, et puis finalement ça devient drôle, et puis ça devient comique, et puis à la fin tu pleures. Il y a des effets qui se coulent, double détente, comme ça, qui est vraiment que tu manies avec brio. Et puis, si tu veux,
ce qui s'est passé dans ma vie, comme j'ai eu une vie jusqu'à 40 ans où j'étais dans la finance, enfin, bon, ça n'avait aucun rapport. Je suis venu aux médias qu'à ce moment-là, et c'était un peu de l'autre côté du miroir, quoi, tu vois. Moi, je suis assez midinette. Je suis assez... ces gens-là me faisaient rêver, les comédiens, j'aimais bien ça. Je crois qu'il y a des phrases fortes dans les dialogues de films, tu vois, par exemple, dans le film Trop belle pour toi, avec Balasco et de Paris. À un moment, il vit avec Carole Bouquet, il tombe amoureux de Balasco, c'est inespéré et tout, elle est heureuse, et elle chope un mec dans le métro, elle lui dit, vous savez, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je viens de faire l'amour toute la nuit avec l'homme que j'aime, et le mec a peur, et il dit, mais pourquoi vous me dites ça? Tu vois, il apprend. Et elle dit, parce que amour, cadeau, partage. Je trouvais cette phrase magnifique. Et dans une émission à la télé, je rencontre Balasco qui venait pour les Bronzés 3, une grosse merde, un truc financier, tu vois, on ne peut pas imaginer les cachets. Donc j'avais vu le film en avant-première et je n'avais pas envie d'en parler parce que Balasco, c'est quand même, enfin voilà, quelqu'un qui avait compté. Là. Et donc je lui parle de cette phrase. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez redire la phrase de Trop belle pour toi, parce que je trouve que c'est la plus belle phrase, etc. Et là, il dit, oh, je ne me rappelle plus, moi, vous savez, quand le rôle est fini, non, je suis venu pour parler des Bronzés 3, on va parler des Bronzés 3. Là, tu ne peux pas imaginer la déception. Donc, voilà, ces gens-là, il ne convient pas de les connaître, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur art, dans leur truc, les sportifs c'est pareil, tu vois. Voilà, on se moque de Ribéry, mais il fait rêver les mômes, balle au pied, enfin il faisait rêver les mômes, balle au pied. À part ça, le mec un peu crétin, et tout ça, enfin, tu vois, ou un peu con, quoi, ou pas sympa, ou voilà, j'avais écrit une chanson pour Johnny, dans la vie privée, il s'ennuyait. Il se faisait chier, il est moins intéressant que mes potes de se lisser, quoi. Tu vois, mais sur scène, il donnait aux gens, quand tu vois, les mecs qui vivaient que pour lui, qui avaient décoré leur appartement, Johnny, machin, enfin, ils vivaient, ça donnait un sens à leur vie, comme toutes les idoles, quoi. Et je ne sais plus pourquoi je parlais. Oui, donc ça m'a permis... Digression. Ça m'a permis de rencontrer ces gens-là et de retrouver des histoires. Par exemple, il y avait cette fameuse histoire à la Porte Saint-Germain, il y avait une boîte qui s'appelait la Porte Saint-Germain. C'était une boîte de jour, pas une boîte de nuit, une boîte de jour, parce qu'on n'avait pas l'âge d'aller en boîte de nuit, donc c'était ouvert le dimanche après-midi, tu vois, et tu montais un escalier, c'était au-dessus d'un magasin de meubles, et il y avait un groupe qui s'appelait les Murators, qui jouait, qui était un super bon groupe, et le clavier, c'était Alain Chamfort. Et moi, j'avais une copine, et il était mignon comme il était, Chamfort, en plus, il jouait de l'orgue, Trailiter Tenderness avec le Dimitri et tout, et il y avait une séquence où il sortait de scène, parce qu'il n'y avait pas d'ordre dans 2 ou 3 morceaux, et voilà, il devait aller boire un coup, je sais pas. Et j'étais avec une fille dont j'étais amoureux, qui était du lycée, là, et qu'on surnommait Toutoune. Et tout à coup, Chamfort quitte son clavier. Et je ne vois plus Toutoune. Donc, il y a quelques années, je retrouve Chamfort à la radio, genre 50 ans après, tu vois. Et à la radio, j'ai dit, bon, voilà, Chamfort, vous allez me dire maintenant si à la Porte Saint-Germain, à Argenteuil, en 66, vous m'avez gaulé Toutoune. Il s'en rappelle plus. Mais il va y avoir beaucoup de fiancés à l'époque, il y avait beaucoup de succès. Alain Chamfort, c'était un Minet à l'époque. Ah oui, Et alors, le livre, il est truffé de noms comme ça. Il y a Minet, il y a Radiola, il y a Sainte-Chérie, il y a tous ces mots qui sont là. Voilà, d'ailleurs, ils sont en couverture. Il y a Solex, il y a Sous les pavés la plage, évidemment, Françoise Hardy, la pauvre. J'ai une anecdote avec Françoise Hardy, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a des mineurs dans la salle. C'est trash. Je vous le dis parce que c'est beau quand même. Si
si vous vous arrêtez au premier degré, c'est trash. Et finalement, bon, elle va pas très bien en ce moment et tout, et je sais qu'elle en sourirait. La première fois où j'ai rencontré, c'était vraiment quelqu'un qui me faisait fantasmer quand j'étais préado, Françoise Hardy, et donc on avait comme ça des filles qui nous provoquaient des émois. On faisait des espèces de hit-parades, de fantasmes. Enfin, il y avait Sylvie Vartan, Mireille d'Arc avec sa robe. Et moi, Françoise Hardy, il y a un côté comme ça, un peu romantique, un peu de... Je la trouvais tellement touchante quand elle chantait tous les garçons et les filles. Enfin bref. Et quand j'ai rencontré la première fois, j'ai failli lui offrir un bouquet de fleurs. Et je lui ai dit. Et en fait, on a fait l'émission, c'était à Inter avec Stéphane Bern, on a fait l'émission et à la fin on a parlé, puis ça a accroché, quoi. Je me suis permis de lui dire, j'ai failli vous amener des fleurs en vous disant, chère Françoise Hardy, pour qui nous nous sommes tant branlés. Et elle m'a dit, vous auriez dû le faire, c'est tellement touchant. Donc voilà, c'est un hommage peut-être, pas d'un romantisme absolu, mais en tout cas sincère, et on pense à elle. C'est vrai que c'est pas hyper romantique. Non. Et encore. Il y a des fleurs quand même. Il y a des fleurs, c'est vrai. Un bouquet de roses. Voilà, tu voulais savoir quoi? Allez-y, franchement, lisez ce livre, c'est vraiment un livre où on rigole, et on pleure aussi parfois. Moi, une des nouvelles qui m'a le plus touché, c'est quand tu vas dîner avec cette chanteuse anglaise qui était une des choses. Marianne Faithfull. Franchement, ça m'a vraiment bouleversé cette histoire. C'était assez incroyable parce que c'était un moment où elle était vraiment dans le creux de sa carrière. Elle est revenue après avec cet album qu'elle venait faire. Bon. Mais c'était une icône, c'était la Françoise Hardy des Anglais, Marianne Faithfull. En plus, c'était la fiancée de Mick Jagger. Et en plus, il y avait tout un tas de rumeurs, de trucs. C'était une espèce d'aristocrate. Elle était aristocrate, d'une famille aristocratique anglaise et confrontée à la drogue, au stone. D'ailleurs, ils avaient écrit Sister Morphine pour elle. Et très vite, elle a été dans des hôpitaux pour se désintoxiquer, tout ça. Elle était très belle, un teint de porcelaine comme ça. Et c'était vraiment le fantasme des Anglais. Et les Anglais l'aimaient beaucoup. C'était la seule fille admise. Le rock était quand même assez machiste. Et Marianne Faithfull, voilà. Et j'étais à France Inter, c'était il y a, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être. Et je vois cette femme, petite dame, un peu boulotte, et qui me demande, et elle était avec un mec, donc c'était son attaché de presse, qui me demande à quelle heure elle était à l'émission. Et je lui dis, mais c'est pas maintenant, c'est cet après-midi. On avait peur de... Il pensait qu'il venait dans l'émission de laquelle je sortais. Et le mec dit, bon, alors il faut qu'on déjeune. Enfin, bref, je reconnais Marianne Faithfull. Et là, je lui dis, c'est l'occasion, je lui propose de déjeuner avec elle. En attendant son rendez-vous. Je te dirais, tu t'as essayé de la brancher. Non, non, parce que j'étais déjà. J'avais déjà presque 60 piges et elle, un peu plus, tu vois. Donc, on n'en était pas dans. Non, mais c'était l'icône, quoi. Et donc, on déjeune ensemble. Et c'était très étrange parce que ce déjeuner, c'était dans un resto à côté de la maison de la radio. Il y avait le maire de Toulouse, là, qui était qui était donc en plein dans l'œil du cyclone. Voilà, c'était cette époque-là. Et c'était le lendemain de son passage à la télé où il transpirait. Tout le monde disait, ah, il est coupable, t'as vu comment il a transpiré à la télé pendant qu'il était tout ça. Accusé de pédophilie, etc. Et en fait, ça s'est avéré faux. Mais en tout cas, quand il est rentré, je me souviens plus, il avait un surnom dans les partouzes, genre ZZ ou un nom comme ça. Et quand il est rentré, tout
tout le restaurant a bruissé de son surnom. C'est ça, machin, je sais pas, j'ai trop de mémoire. Et donc, j'étais là, moi, avec Marianne Faithfull, et je vois ce mec, et le regard des gens, le jugement des gens, et tout ça. Et moi, j'avais fait des émissions où il avait été invité, comme tous les hommes politiques, et ça m'a vraiment gêné, ce lynchage comme ça. Et il était avec un mec qui était son avocat, probablement, et ils ont déjeuné tous les deux, et à un moment, je suis allé lui dire, je me suis levé, puisqu'on se connaissait, comme ça on avait fait des émissions, et je suis allé lui dire que j'étais assez dégoûté par ce qui se passait. Et là, il m'a sorti, en anglais, un passage de la chanson As Tears Go By, que chantait Marianne Faithfull. Il a vu que je déjeunais avec elle, et un passage où comment s'en vont les larmes, etc., et qui se collait parfaitement à son état d'esprit du moment. Donc c'était un moment très fort où il y avait le choc de deux choses fortes émotionnellement, tu vois, ce mec qui était comme ça, et Marianne Faithfull. Et Marianne Faithfull, évidemment, je lui ai parlé d'elle, j'attendais de lui parler que des Stones, c'était ça qui m'intéressait, mais j'ai pas voulu tout de suite lui parler de ça, donc je lui ai parlé de sa carrière, elle a commencé à raconter des choses, et puis elle s'est livrée, elle m'a raconté comment elle avait appris la mort de Brian Jones, pour ceux que ça intéresse. Il y a un truc divinatoire qui s'appelle les runes, tu sais, c'est des pierres. Et donc elle était dans ce truc-là, et elle avait lu dans les pierres, elle avait dit à Mick Jagger, je vois Brian dans l'eau. Et ils l'ont trouvé noyé dans sa piscine, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire, etc. Et donc il m'a raconté ça, donc du coup c'était la porte ouverte pour parler des Stones. Et ce côté satanique que lui avaient amené les Stones, pour vous donner une idée, pour ses 21 ans, Mick Jagger lui avait amené 21 Chippendales qui ont sauté. Cadeau d'anniversaire. On regardait ça avec de la morphine, avec tout, enfin, vous voyez le truc, quoi. Donc c'était assez plus que rock'n'roll, assez glauque. Et en tout cas, c'était un moment incroyable, quoi, incroyable de voir cette femme, voir ce qu'elle avait vécu et de l'entendre raconter ça, me raconter un jour chez John Lennon. Une après-midi chez John Lennon où ils avaient chanté telle chanson, enfin, etc. Comme raconter le barbecue, vous avez fait le pop de Beson. Parce que le moment où moi j'ai le truc en disant ah putain la digression, tu vois, ce truc-là, si les gens le ressentent, ça va. Même si c'est pas académique. Normalement, la chronique devrait être monothémique, enfin monotème, quoi. Tu vois, sur une idée, tu vas jusqu'au bout pendant 4 minutes, tu la dépiotes, tu fais des vannes autour, tu vois. Mais franchement, ça m'emmerde un peu. Pourquoi ça m'emmerde? Parce que, si tu veux, d'abord, tu peux plus faire des chroniques comme tu les faisais il y a 20 ans. Parce que d'abord, le monde a changé, c'est terrible ça. Quand tu faisais une chronique avant le journal de 8h du matin à la radio, qui est le journal le plus écouté, tu vois, c'est vraiment le pic d'audience de la radio. Donc c'est le moment, tout le monde écoute. À l'époque, à Inter, tous les ministres, tout le monde est branché à la télé. Mais il y a 15 ans, il y avait une légèreté, on n'était pas dans ce bordel, dans cette angoisse, ce stress, tu vois, cette situation anxiogène qu'on vit là. Les gens, maintenant, quand ils prennent leur petit déjeuner, je sais, l'angoisse qu'ils ont, j'ai la même. Il faut tenir compte de ça. Donc tu peux pas, toi, arriver en disant « Coucou, alors voilà, tu vois, l'autre jour, j'ai fait une chronique sur les gars des marchands de tabac, les bureaux de tabac ont le droit maintenant de vendre des cartouches pour les chasseurs. C'est un thème de chronique rigolote, très facile, tu vois. Tu fais l'amalgame, les chasseurs, le mec, le loto, les alcoolos, ça n'a plus vraiment de sens pour moi de faire ça, tu vois. Il faut qu'il y ait du fond, il faut qu'il y ait derrière quelque chose qui soit fasse du bien aux gens, calme leur angoisse, leur dise non mais voilà. Mais si tu es uniquement dans la légèreté, tu es trop décalé par rapport à leur état d'esprit.
tu vois. Et c'est pareil sur les hommes politiques. Une fois que tu as fait 3 ou 4 chroniques sur les rigolos de la politique, sur La Salle, sur Sandrine Rousseau, enfin tu vois, tous ceux qui disent des conneries comme ça pour faire... Non mais pour racoler, pour faire le buzz et tout ça, on voit bien. Mais de toute façon, ça a toujours existé, c'était d'autres moyens de communication, mais c'était aussi grossier. Puis, mais une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit, parce que l'angoisse est toujours là et il faut mettre du fond quand même. Et puis surtout, ça t'ouvre des digressions intéressantes sur le moment où, par exemple, le mec t'écoute, il écoute ta chronique à la radio, et il est en train de lire l'étiquette de Choc à pic, là, tu vois, comme on fait tous. Donc il est déjà un peu pas tout à fait connecté si tu pars sur un truc trop fin, trop subtil. Mais de lui dire qu'en ce moment il est en train de lire, arrête de lire le truc. Tu vois, c'est une digression, mais du coup tu te rapproches de lui, quoi. C'est très très important, la proximité avec les gens. Tu peux pas faire une chronique magistrale. Je pense que les gens ont besoin d'un partage de générosité. Si t'es pas généreux, t'es pas un bon chroniqueur pour moi, si tu donnes pas. Oui, vous avez un style qui a probablement été toujours le même, Ouais. digression, transgression, mais on voit apparaître, est-ce que c'était comme ça avant, une grande empathie Ouais. que je ressens dans l'anecdote sur notre ami Bonis, là. On sent bien que vous étiez en empathie avec lui, tout comme vous êtes capable de prendre de la distance par rapport à des Ribéry, en disant sur le fond c'est de la merde, sur la forme il correspond aux attentes d'un certain public. Oui, c'est-à-dire que, si tu veux, au début, je me moquais des travers des gens. C'était facile, les gens connus, les hommes politiques, les animateurs télé, enfin voilà, c'était... Et puis maintenant, les gens m'intéressent, tu vois. Souvent, je dis à ma femme, on est en voiture, et puis je dis, j'aimerais bien, tu vois, regarde les gens à côté, ils ont une vie, quoi, tu vois. La vie des gens, c'est beau, quoi. Ils ont leurs rêves, enfin, tous, là, ici, je trouve ça, c'est quelque chose qui me touche maintenant beaucoup, de plus en plus. Et donc, dans les chroniques, j'ai envie de partager ça, vraiment, quoi, tu vois, et de leur dire, on est ensemble, ouais. Alors, peut-être parce que c'est un peu la galère généralisée, quoi, tu vois, donc on est dans la même galère. Et moi, vraiment, je pense qu'on s'en sortira, parce qu'il y a des valeurs dans les êtres humains qui me feront toujours croire en lui, même s'il y a le mal, il y a toujours un truc qui me fait dire, je montre un truc à ma femme, je dis regarde, c'est génial, ça me fait croire. Voilà. Et c'est ce que je voudrais faire passer. Donc évidemment, on est loin des premières chroniques où je taillais Julien Lepers, tu vois. On est loin de ça, mais bon. Tu peux plus, à plus de 70 ans, continuer à faire des vannes sur Julien Lepers. Une petite question peut-être. J'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez de lynchage médiatique, Baudis, etc. Ça m'intéresse de savoir quel regard vous auriez sur une chronique sur l'affaire Depardieu aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait, c'est drôle. J'ai un fichier dans mon ordinateur Depardieu. J'ai failli la faire, j'ai plein de notes là-dedans, et je ne l'ai pas fait. D'abord parce que il y en avait trop, tu vois, c'était trop, à un moment on en parlait, on t'arrive, et puis voilà mon grain de sel là-dessus. Il y a un truc qui me gêne, alors sur le fond, c'est inadmissible. Ce qui est inadmissible, c'est le rapport de force, c'est-à-dire le mec est Depardieu, et donc il fout la main dans le slip des assistants, tu vois, ce rapport de force entre le mec de pouvoir, mais ça existe avec les politiques, avec les chanteurs, avec, tu vois, avec les petits, entre guillemets. Tu vois, ce truc-là bon. Après, il y a autre chose, c'est que tout le milieu du cinéma, tous ceux qui protestent, qui sont dans MeToo, pourtant il y a des gens que j'aime là-dedans, et qui sont les premiers à signer, machin et tout ça, ils savaient
Et ils sont amis avec Depardieu, mais jamais ils ont ouvert leur gueule pour défendre la fille qui faisait le café sur le tournage et qui venait de se faire foutre la main dans la culotte. Tu vois? Donc, ça me gêne. Mais une fois que tu as dit ça, les réseaux sociaux sont tels que quand tu as dit... alors, oui, et la dernière chose, donc l'autre côté, c'est tous les... Dans tous ces trucs de frustrés, il y a tous les frustrés, il y a tous ceux qui auraient voulu être Depardieu, tu vois. Et voilà. Donc tous ceux qui... Ça, tu les connais. Donc ça n'obéit pas du tout à un truc humaniste, ça obéit à une frustration d'échec personnel. Donc ça me saoule. Mais si tu dis ça, tu passes pour un défenseur de Depardieu et de... Tu vois, sur les réseaux sociaux, tu te fais lyncher. Si tu dis l'inverse, tu te fais lyncher aussi. Et en fait, voilà, c'est entre les deux. Pour te dire pourquoi j'ai pas fait la chronique, c'est que j'avais ces deux trucs-là, qui étaient deux trucs gênants. Quand je vois... Bouquet, par exemple, Carole Bouquet, voilà, qui défend Depardieu, elle le sait, elle sait comment il est. Je pense pas que ce mec-là ait violé des filles, tu vois, mais je veux dire, arriver, coller une nana contre un mur, tu vois, et lui foutre la main au cul et tout ça, c'est inadmissible, même s'il n'a pas violé. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'il en a violé, parce qu'il y a des filles qui... Mais là aussi, c'est pareil, tu vois. Tu as des histoires de cœur qui sont compliquées, parce que la fille, elle y retourne et tout ça. Enfin, on ne sait pas, c'est des trucs de... Mais dans son attitude vis-à-vis des femmes en général, c'était pas possible d'accepter ça. Mais on l'acceptait parce que c'était Depardieu, tu vois. Et les gens qui ont la carte, c'est eux qui sont coupables, parce qu'ils se la fermaient, parce que Carole Bouquet aurait dû dire, parce que au lieu de gueuler maintenant, les autres comédiens qui gueulent parce qu'il est affaibli et qui font des trucs en disant « ouais, c'est un salaud » et tout ça, je le désolidarise, tu vois, n'ont rien dit à l'époque. Et ils ont tourné avec lui, puis ils étaient fiers de tourner avec Depardieu, tu comprends? Ils n'en avaient rien à foutre de la petite gonzesse qui servait des cafés ou de la régisseuse qui se faisait ploter, ou de... Tu vois? Donc, voilà, c'est un peu gênant. Et c'est les mêmes, tu les vois, ils mettent leur nom sur une liste pour défendre Depardieu, et puis voyant que le vent tourne, après ils s'enlèvent du truc pour la deuxième, quoi, tu vois. Une question là-bas. Vigouroux, vous étiez à Paul Vaillant-Couturier, Oui. j'ai 85 ans, j'y étais 10 ans avant vous. Oui. J'ai des anecdotes sur Argenteuil, Oui. que vous savez par exemple que le journaliste Olivier Mazerolles avait aussi été à Paul Vaillant-Couturier. Non, je ne savais pas. Bon, j'ai des anecdotes pour Catherine Rouvel, pour Françoise Sagan. J'ai mon livre à faire signer, est-ce que je pourrais vous voir après? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous étiez à PVC en quelle année? 50 à 54. Ah ouais. Bah vous êtes bien pour votre âge. 5 ans, oui. Ah oui. Moi, je suis vous et j'en reviendrai tout à l'heure. Ouais, d'accord. D'accord. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. On enchaînera sur une petite séance de dédicace après. Cette chronique de Depardieu, tu t'es pas senti obligé de les faire? Merci Olivier Mazerolles. En ce moment, on voit bien que quand il y a un buzz comme autour de Gérard Depardieu, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, mais ben non, je peux pas la faire, c'est pas possible? Parce que... Bah, c'est ce que je viens de dire. Tu n'as pas écouté. Si, je viens de répondre à monsieur très précisément. Non, mais c'est vrai. Non, je déconne, mais voilà, c'est ça. C'est qu'il arrive à un moment, et puis tu vois, c'est toujours difficile. Au nom de quoi tu t'ouvres ta gueule pour dire, voilà ce qu'il faut penser. Voilà. Donc, si t'amènes pas, je parlais de style tout à l'heure, tu vois, si t'amènes pas un petit, ou de l'humour, c'est pour ça que par exemple, quand je suis passé chez Ruquier, il y avait comment il s'appelle ce mec qui défend les animaux, la communiste. Congrès du Bourg. Qui est député.
Hein, ouais, Émeric Caron. Donc il y avait Émeric Caron, tu te rappelles, à l'époque, chez Ruquier. Et donc, Émeric Caron, c'est le degré zéro de la chronique, parce que d'abord, il n'a pas de talent, il n'a pas d'humour, il n'a pas. Donc, si tu veux, il est là et il donne son avis, et en fait, il fait le buzz, quoi. Donc, j'ai essayé de l'employer pour ça. Et donc, j'avais sorti un bouquin avant celui-là, bon, il n'avait pas été trop dur avec moi, mais il me vanne sur un ou deux trucs, tu vois. Et j'ai dit, mais mon coco, je connais ton boulot, je l'ai fait chez Marco pendant des années, mais il y a un minimum, il faut être drôle pour le faire, tu vois. Et le mec, voilà, ce qu'il est maintenant, tu vois, à mettre ses mômes à l'école à Versailles, et être député dans les... Voilà, en voilà un qui ne fera pas pour la banlieue, quoi. Il ne fera pour Versailles. Et il est élu dans le quartier populaire. Ça fait partie des Tartuffes. Oui. Et ben voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ouais, ça passe. Ça passe tellement vite. Et du coup, on va laisser un petit peu de temps pour que vous ayez un peu d'échange en toute intimité pendant encore une demi-heure dans cette salle pour que vous puissiez discuter et puis vous faire dédicacer un livre si vous en avez envie. Bon, est-ce qu'il y en a qui étaient à l'école avec moi ici? Qui? On a une question tout dernière. Debout, allez. Debout. Ben, je te connais. Dis ton nom à tout le monde. Et ton nom? Michel Ténois. Donc, Michel C'était la Ténois, plus jolie fille du collège, c'est ça? Elle était jolie, oui. Et ça... C'était Thème. Tout le monde, hein? Tout le monde s'appelait Thème. Bah, bienvenue, Thème. T'as presque pas changé. Bon. Tu vas bien? Bon. On se verra un petit peu? Bon. C'est tout? Il n'y a personne d'autre de la classe de seconde? Pardon? Elle est mieux que Toutoune. Par rapport à Toutoune. Ah non. C'était après Toutoune. C'était après Toutoune. Michel, on s'est connus en mai 68. C'était l'année de mai 68. Ouais. C'était donc ici. Hein? C'était donc ici. Oui, c'était ici, ouais. Bien sûr, on était dans la même classe, les deux. Ouais. Un petit peu d'applaudissements pour Guy quand même.